Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Coup de frein général après la proposition de déduire de ses impôts ses pertes à la bourse de François Fillon à Laurence Parisot. Le refus de l'amendement Marini est général, mais le rapporteur général du budget maintient son texte actuellement en discussion au Sénat. Pour la troisième fois en 2 ans, les tombes musulmanes du cimetière militaire de Notre-Dame de Lorette près d'Arras ont été profanées. Tags à caractère raciste, croix gammée. C'est une nouvelle insulte faite aux morts pour la France soulève en ces termes l'indignation de toutes parts. Xavier Bertrand devient secrétaire général de l'UMP, un intérim qui sera confirmé le 24 janvier prochain. Nouvelle violence aujourd'hui en Grèce. Les forces anti-émeutes ont chargé des manifestants à Athènes notamment. Les débats du 18h ce soir, Sonia. Oui, ce soir, le débat pour ou contre l'amendement Marini. À suivre une confrontation sur l'idée du rapporteur du budget d'éponger les pertes des petits actionnaires. Puis on s'intéressera à la France à l'heure de la crise. Séquence spéciale avec nos invités ce soir et un reportage à Poissy où l'on produit les 207. Cette ville des Yvelines qui tente de faire face à la crise automobile. Nous verrons un reportage de Pierre Bond-Joseph. Et puis, enfin, on parlera, Michel, du chouchou. Le chouchou. Oui, c'est le titre du livre enquête sur Xavier Bertrand, dont nous recevrons l'un des auteurs, Christophe Jacubizine. C'est l'amendement qui fâche à peu près tout le monde. Le gouvernement s'oppose donc à la proposition de Philippe Marini sur les pertes à la bourse. Le sénateur UMP souhaitait une déduction fiscale pour les particuliers qui ont perdu de l'argent en bourse, mais cet amendement a provoqué une volée de critiques de la part de l'opposition, du MEDEF et au sein même de l'UMP. De son côté, le gouvernement s'est montré hostile. L'amendement a donc déjà été torpillé avant même d'être examiné en ce moment au Sénat. Philippe Marini maintient quant à lui sa proposition. Flora Sauvage. Du PS à la droite, en passant par le MEDEF, l'amendement du sénateur Philippe Marini a fait quasiment l'unanimité contre lui avant même d'être présenté. Je ne vois pas pourquoi il faudrait envisager un dispositif spécial et avantageux pour ceux qui ont pris certaines formes de position sur le marché boursier. L'amendement prévoyait que des particuliers puissent déduire de leurs revenus imposables des pertes intervenues à l'occasion de cessions de moins de 25 000 € intervenues entre le 1er janvier et le 1er décembre 2008. Le PS s'est déclaré opposé à cette mesure. Une mesure qui est une mesure qui permettra demain à ceux qui ont perdu de l'argent en bourse de pouvoir payer moins d'impôts. C'est totalement immoral. D'après le sénateur Marini, cette mesure coûterait 10 à 20 millions d'euros pour le bénéfice de 10 à 15 000 personnes. Le gouvernement a présenté un avis défavorable à l'amendement Marini. Et on reprend les termes de cette polémique dans un instant avec nos invités. Thierry Ottavioni, qui est le président de l'association SOS Petits Porteurs, et Lee Moine-Nock, membre du Parti Socialiste. Xavier Bertrand, à la tête de l'UMP, une nomination confirmée aujourd'hui et pilotée par l'Élysée. Oui, c'est le bon élève du gouvernement, bien qu'il est récompensé. Le ministre du Travail a été nommé secrétaire général par intérim de l'UMP en remplacement donc de Patrick Devedjian, nommé ministre de la Relance. Son éventuelle confirmation définitive à ce poste sera examinée le 24 janvier par le Conseil national du parti. Et dans ce cas, Xavier Bertrand quittera le gouvernement. Élise Cardi. Officiellement, il s'agit d'un intérim de 6 semaines. Xavier Bertrand prend la tête de l'UMP jusqu'au 24 janvier, date du prochain Conseil national du parti. Xavier Bertrand plutôt que Brice Hortefeux, un choix stratégique pour Nicolas Sarkozy. Le choix stratégique est de rendre totalement opérationnel cette immense formation qu'est l'UMP, d'en faire un parti qui fait réellement de la politique et réellement le relais de l'action du président de la République sur le terrain. De ce point de vue-là, il est probable que Nicolas Sarkozy ne soit pas totalement satisfait du dynamisme insufflé actuellement à l'UMP. En chargeant Patrick Devedjian de sa politique de relance, Nicolas Sarkozy libère la place pour l'un de ses lieutenants. Le choix de Xavier Bertrand est salué jusqu'au centre. Xavier Bertrand est un homme de dialogue, un homme ouvert, avec lequel on peut entretenir des relations constructives et positives. Mais la direction de l'UMP, c'est surtout un poste clé pour celui qui ne cache pas de très hautes ambitions politiques. Le seul conseil très amical que je pourrais lui donner, parce que je le connais depuis 2002, il a un talent formidable. Je pense que s'il apprend l'ascèse, alors il sera irremplaçable. Xavier Bertrand devrait quitter le gouvernement en janvier et retrouver son siège de député de l'Aisne, un poste qui lui permettra d'être le chef de la majorité, comme il le promet, à temps complet.
Voilà donc Xavier Bertrand à la tête de l'UMP et Brice Hortefeux qui deviendrait le numéro 2 du parti et probablement serait affecté aux affaires sociales au gouvernement. Aubry Royal, c'est toujours la guerre ouverte au Parti socialiste. Oui, game over, c'est le terme utilisé par Benoît Hamon, nouveau porte-parole du PS, qui a sifflé ce matin à la fin du match qui oppose Martine Aubry à Ségolène Royal. Pourtant, les deux femmes ne semblent pas prêtes à enterrer la hache de guerre. Les partisans de Ségolène Royal critiquent la ligne politique adoptée par le parti. Pierre Bon-Joseph. C'est scandaleux et qu'on ne peut pas cautionner. Samedi, le Conseil national du Parti socialiste avait des airs de congrès de Reims. En l'absence de leur leader, les royalistes ont tonné contre le texte d'orientation politique défendu par Martine Aubry. 12 pages qui engagent le PS pour 3 ans, 12 pages et 2 phrases qui ont déclenché la fronde, le refus des alliances avec le MoDem et le réexamen du mode de désignation du futur candidat à la présidentielle. Nous avons adopté il y a maintenant 5 mois, c'est les militants encore qui ont adopté le principe que les militants désigneront leurs candidats et nous avons dit que nous souhaitons des primaires de la gauche. Dans le texte, il y a une phrase qui dit qu'il faut revoir sérieusement cette question de la désignation. Donc je me dis qu'il y a peut-être des arrière-pensées. Suspension de séance, bronca, applaudissements, c'est dans ce climat lourd que Martine Aubry a prononcé son premier long discours. Un discours où elle a réaffirmé l'ancrage à gauche de son parti et multiplié les critiques contre la rupture chère à Nicolas Sarkozy. Que dire du scandale que constitue nuitamment le passage d'un amendement pour rendre possible l'âge de la retraite jusqu'à 70 ans? Qui va être obligé de travailler jusqu'à 70 ans? Bien sûr, les plus modestes pour atteindre une retraite décente. Samedi, le Parti socialiste devait se rassembler. Il a tout juste arrêté de s'enfoncer et officialisé sa division. Voilà, Elim Wannock qui est avec nous pour réagir. Dans un instant, il est membre du Conseil national du Parti socialiste. On a entendu également ce week-end les accusations portées par les royalistes d'un parti devenu rétro sur le plan des idées. Des tombes musulmanes à nouveau profanées la nuit dernière près d'Arras. Oui, ce sont de très nombreuses tombes musulmanes donc du cimetière militaire Notre-Dame de Lorette près d'Arras qui ont été profanées hier soir, notamment avec des inscriptions et des tags à caractère raciste. C'est la 3e fois en 2 ans que ce site est visé, un acte qui intervient alors que les musulmans célèbrent la fête de l'Aïd el-Kébir. Des imams formés à la Cato. Oui, l'Institut catholique de Paris a accueilli sa 2e promotion d'étudiants musulmans. Une trentaine d'imams, aumôniers et responsables d'associations musulmanes ont fait leur rentrée. Lancée de manière inédite en janvier dernier avec l'appui du ministère de l'Intérieur, bien l'objectif de ces cours, former les imams de la République. Fabrice Cunet. Le premier, c'est diplôme, c'est une licence en sciences islamiques. Et le second, c'est aumônier, spécialité études islamiques. Ces diplômes, Samir Djenidi en est très fier. Il récompense 4 années d'études théologiques. Ce Français d'origine algérienne travaille pour le SAMU social du Val-de-Marne. Il est maintenant imam, mais un imam particulier, l'un des premiers imams républicains. Républicain car Samir a aussi suivi une formation à l'Institut catholique en droit et en histoire durant 6 mois. Dans quelques jours, il recevra son dernier diplôme. C'était de notre devoir de connaître tout d'abord l'histoire de la France, la structure de la société française, l'évolution de cette société et ses lois. Et en connaissant tout ça, je pourrais exercer ma fonction selon mes droits et mes devoirs. Donc ça, c'est un outil en plus par rapport aux gens qui n'ont pas suivi cette formation. Direction la Grande Mosquée de Paris. C'est ici que Samir a suivi ses cours de théologie. Aujourd'hui, il retrouve son directeur d'études, mais aussi l'un des défenseurs de ce diplôme d'imam républicain. C'est bien que l'imam soit informé, car il sera plus qu'un imam qui va guider seulement les prières, mais aussi un interlocuteur permanent de la société, de la communauté. Sur les 2000 imams que compte la France, la moitié n'a pas eu de formation. L'État veut désormais mieux encadrer ces nominations. Diplômé, Samir attend lui son affectation. Il espère travailler bientôt comme aumônier musulman dans un hôpital de la région parisienne. Les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, voilà tout juste 60 ans. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté à Paris cette déclaration, un texte qui fera date. Et à cette occasion, dans son discours, Nicolas Sarkozy appelle à ne pas se cacher derrière la culture et les traditions. On l'écoute. Alors d'abord, il y a des faux débats.
Il y a le débat qui consiste à dire que les droits de l'homme seraient des valeurs occidentales, comme un relent de colonialisme que nous voudrions imposer à d'autres parties du monde qui ont eux-mêmes leur culture. Je ne partage pas cette opinion. Nous n'avons pas le droit de nous cacher derrière la culture, derrière le respect des traditions, derrière des traditions ancestrales, pour contester aux uns ce qu'on reconnaîtrait aux autres. C'est trop facile. Voilà, et la date exacte de l'anniversaire, ce sera mercredi, le 10 décembre. Nouvelle vague de violence en Grèce après la mort d'un adolescent. Oui, ça s'est passé à Athènes et dans plusieurs villes de Grèce lors de manifestations d'étudiants et lycéens pour protester contre la mort d'un adolescent de 15 ans, tué samedi soir par un policier. 3 voitures ont été incendiées par un groupe d'une dizaine de jeunes dans le centre de la capitale. Et puis, on vient d'apprendre qu'un policier a été blessé à Salonique, dans le nord du pays, lors d'une attaque d'un commissariat. Face à l'Iran, Barack Obama propose la politique de la carotte et du bâton. Oui, le président élu des États-Unis a confirmé hier dans une interview sur NBC son intention de discuter avec l'Iran, se disant prêt à mettre fin à 30 ans de dialogue de sourds entre Washington et Téhéran. Pendant près d'1 heure, il a détaillé ce qu'il comptait faire en matière de politique étrangère. Alors, quel style se dessine? Caroline Delage, peut-on vraiment parler de rupture? En fait, c'est à la fois la rupture et la continuité. Parlons du dossier iranien, puisque vous venez de l'évoquer. Effectivement, Barack Obama a réaffirmé sa volonté de dialoguer directement avec Téhéran. Et ça avait été très critiqué pendant la campagne électorale, y compris d'ailleurs par Hillary Clinton. Je vous rappelle que les 2 pays ont rompu leurs relations diplomatiques il y a 30 ans. Donc ça, c'est la rupture avec la politique américaine. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Barack Obama sur ce sujet. Je pense que nous devons mettre en place une diplomatie ferme mais directe avec l'Iran, en leur disant très clairement qu'il serait inacceptable qu'ils développent des armes nucléaires, que leur soutien financier aux organisations terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, ou leurs menaces contre Israël, vont à l'encontre de tout ce à quoi nous croyons et pouvons accepter. Nous devons leur présenter des carottes et des bâtons. Voilà, des carottes et des bâtons, mais il a dit. La carotte et le bâton, ça en revanche, c'est la politique américaine depuis Franklin Roosevelt. Donc c'était pas vraiment nouveau, c'est ce qu'a d'ailleurs souligné le porte-parole. C'est la règle de la diplomatie, hein. Voilà, c'est ce qu'a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne en disant que ça n'avait pas marché jusqu'à présent. Donc c'est la continuité, sauf que Barack Obama, lui, voudrait convaincre les grands partenaires commerciaux de Téhéran, donc la Chine, l'Inde et la Russie, de coopérer pour plus de sanctions contre l'Iran. Et ça, s'il y arrive, ce serait une vraie rupture. Prenons le dossier de la Russie, par exemple. Barack Obama veut remettre les compteurs à zéro, il veut repartir sur de nouvelles bases avec Moscou et coopérer là où c'est possible, la non-prolifération nucléaire et la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est le renouveau. Enfin, sur le dossier de la région Inde, Pakistan, Afghanistan, là, Barack Obama veut un partenariat stratégique entre ces 3 pays contre le terrorisme. Il veut aussi que l'Inde et le Pakistan normalisent leurs relations. Donc, une vision très locale du problème qui tranche vraiment avec la vision de l'administration Bush. En revanche, il veut développer les moyens militaires en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est la continuité. À la différence près qu'il veut aussi le développement économique de l'Afghanistan, qui reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc, à la fois rupture et continuité. Une politique qui sera en tout cas mise en œuvre par des hommes, on l'a déjà dit, très expérimentés et pas nouveaux du tout. Merci Caroline, la suite du 18h. D'abord, pour ou contre l'amendement Marini? Et avec nous pour ce premier débat, Thierry Ottaviani, président de l'association SOS Petits Porteurs, et Liem Wangnok, membre du Conseil national du PS. Alors Thierry Ottaviani, est-ce que c'est une bonne idée qui n'aura finalement vécu que quelques heures? Il faut un peu nuancer la chose. C'est vrai que cet amendement présentait un avantage, c'était d'aider les petits épargnants qui avaient perdu de l'argent en bourse. Il faut savoir ça, je ne comprends pas. Il y a eu une levée de bouclier lorsqu'on a annoncé cet amendement. On a dit, voilà, c'est favoriser les gros boursicoteurs. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, les gros boursicoteurs peuvent très bien déduire des impôts lorsqu'ils ont réalisé pour plus de 25 000 euros de cession, c'est-à-dire d'achat ou de vente d'actions dans une année. Ils peuvent très bien déduire leur moins-value sur les 10 années qui suivent de leur plus-value. Donc, les gros boursicoteurs, aujourd'hui, peuvent bénéficier de mesures et d'avantages fiscaux. Ce n'était pas le cas des petits porteurs, donc cette mesure présentait cet avantage-là. Maintenant, il y avait évidemment une série d'inconvénients. Le premier, évidemment, c'est que
les personnes non imposables ne pouvaient pas bénéficier de cette mesure. On a eu ce matin encore... C'est là que vous voyez les inconvénients. Vous vouliez que les petits porteurs non imposables, je ne sais pas quel est leur pourcentage... C'est pas moi, ce sont ce matin des petits porteurs qui m'ont téléphoné. Encore une fois, faut-il rappeler qu'aujourd'hui, en France, les petits porteurs ne sont pas forcément des gens qui sont pleins d'argent, qui fument le gros cigare. En tout cas, il y a des gens qui nous écoutent. Et ces gens-là doivent se reconnaître aujourd'hui dans ce que je dis. Les autres inconvénients qu'on avait constatés, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les personnes et les Français qui ont perdu de l'argent en bourse, c'est pas essentiellement des boursicoteurs. Ce sont aussi des personnes qui ont investi sur les placements boursiers via notamment les assurances via unité de compte. C'est aussi les salariés qui, au travers de plans d'épargne d'entreprise, ont aussi placé leur argent en bourse. Et ces personnes-là aussi n'étaient pas concernées par la mesure. Donc c'était une mesure qui était un petit pas en direction des petits porteurs, mais qui n'était pas suffisante selon nous. Alors, vous ressentez vous-même cette compassion pour les petits porteurs qui vient d'être exprimée? Moi, je suis surpris que M. Marini, qui était l'un des meilleurs chasseurs de niches fiscales que la droite comptait parmi elles, en ait créé une nouvelle, quoi. Alors que on était à peine sorti du débat sur le plafonnement des niches, que celles-ci sont encore, le plafond est encore sans doute trop élevé, et là on en crée une nouvelle. Bon, est-ce que ça se justifie, est-ce que ça se justifie pas? Même un économiste des plus orthodoxes pourrait vous dire que ça ne se justifie pas, parce que un marché financier est fait pour sanctionner les bons ou les mauvais projets. Est fait pour sanctionner les mauvais projets, pardon, et récompenser les bons. C'est le risque qui Absolument. Et à partir du moment où vous socialisez les pertes, vous ne sélectionnez plus les risques, et à ce moment-là, votre marché risque de fonctionner de façon complètement déficiente, déjà qui ne fonctionne pas très bien. Alors c'est vrai, la bourse, c'est la prise de risque, il faut assumer. C'est un discours qu'on entend aujourd'hui, mais c'est la règle. Il y a encore il faut rappeler comment les gens arrivent en bourse. Il faut savoir que beaucoup de Français arrivent en bourse via les produits financiers. C'est-à-dire, petit porteur, c'est jusqu'à quel montant pour vous? Qui est petit porteur? C'est qualitatif. On ne va pas définir un montant. Les petits porteurs en France, les petits porteurs en France, c'est du livret A essentiellement. C'est du livret A essentiellement. Ils ne sont pas concernés par cette mesure. Cette mesure va profiter, grosso modo, 10% des Français qui détiennent des actions qui sont les classes supérieures. Il y a eu un coup d'arrêt final donné par le Premier ministre aujourd'hui qui a dit que le gouvernement était contre. Il faut quand même rappeler qu'il y a 6 millions de petits porteurs, ce ne sont pas tous des gens richissimes. Si on rajoute les personnes qui ont acheté des produits financiers ces dernières années, ça fait plus de 10 millions de Français. S'il y avait 10 millions de riches en France, ça saurait quand même. Donc c'était une mesure qui était destinée à des personnes qui ne pouvaient pas bénéficier d'avantages fiscaux. Donc c'était une bonne chose à ce niveau-là. Maintenant, selon nous, il nous semblait trop limité. C'est le moment, puisque ça fait un moment, nous, que nous réclamons au sein de l'association que des mesures soient prises pour les petits porteurs qui perdent de l'argent, pas depuis l'année dernière, mais qui perdent de l'argent depuis 2000. Il faut quand même rappeler qu'il y a en fait un mouvement récent que nous avons pu constater, qui sociologiquement serait intéressant, c'est-à-dire qu'on a des petits épargnants qui ont investi des fois sans réellement le savoir. Je pense notamment aux assurances vie en unité de compte. Unité de compte, les gens ne sont pas forcés de savoir que ça veut dire de la bourse. Il y a aussi des gens qui ont placé leur argent en bourse sans réellement le savoir ces dernières années. Aucune mesure n'a été proposée par les partis politiques de gauche comme de droite pour aider ces épargnants. Nous, ce que nous demandons, c'est quand même qu'il y ait un relais politique. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que ces épargnants sont seuls. Ni la gauche, ni la droite ne leur tendent la main. Donc ça, c'est pas normal. Benoît Hamon, nouveau porte-parole du PS, dit que vous avez soutenu. Oui, dit que c'est choquant en temps de crise. Est-ce que ça vous choque, vous, une telle proposition? Oui, c'est choquant parce que fondamentalement, ça ne va pas régler le problème des classes populaires qui épargnent et qui détiennent essentiellement du livret A, comme je disais à l'instant. D'autre part, à l'heure où on parle de moralisation du capitalisme, à l'heure où Keynes revient, sans aller jusqu'à parler d'euthanasie du rentier, comme on le disait auparavant avec les grands mots, bon, il est évident que symboliquement cette mesure aurait été choquante et je comprends que le gouvernement l'ait retirée. Cela dit, ça ne doit pas occulter le vrai débat aujourd'hui interdit en matière de fiscalité, qui est que ce gouvernement a rendu le système fiscal français de plus en plus injuste. Certains impôts sont devenus carrément régressifs, c'est-à-dire plus on est riche, moins on paye. Et le vrai débat aujourd'hui, si on veut redistribuer par la fiscalité du pouvoir d'achat, c'est celui de la baisse de la TVA qui est occultée aujourd'hui par ce gouvernement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette polémique du jour. Un mot encore, Limon Nock, sur la division qui perdure au Parti socialiste, on l'a vu dans le journal, avec des critiques aujourd'hui qui émanent du camp royaliste sur le côté rétro du texte d'orientation. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous approuvez par ailleurs la proposition de Benoît Hamon de rétablir l'autorisation administrative de licenciement qui a été supprimée il y a 20 ans?
Sur ça, oui, à l'heure où les plans sociaux se multiplient, alors que ça ne se justifie pas forcément, oui. D'autre part, le parti se remet en marche. Sur cette question fiscale, le débat était interdit jusqu'alors, notamment par la candidate à la présidentielle. Nous allons le rouvrir, comme vous le voyez aujourd'hui. Très bien, merci. Voilà, deuxième dossier dès ce 18h, la France face à la crise. Des invités vont nous rejoindre, mais avant tout, le récit de Pierre Bonde-Joseph sur la situation à Poissy dans les Yvelines. Toute l'activité dans cette région tourne dans cette ville autour de l'usine PSA. L'inquiétude gagne tous les secteurs de l'économie. Regardez ce reportage. D'un côté, des stocks au plus haut, de l'autre, le parking du personnel presque vide. À Poissy, quand l'usine Peugeot-Citroën s'arrête, même pour un mois, c'est toute la ville qui retient son souffle. Quartier de Beauregard, le chômage frôle les 10%. À la mission locale pour l'emploi, les premiers dossiers à reclasser sont ceux des intérimaires. Nos parents étaient venus ici pour à la base travailler à Peugeot. On est tous un petit peu passés, tous un petit rite obligatoire, soit par le biais de stage ou par le biais de l'intérim. Il n'y en a aucun qui est resté. Chaque mois, l'armée vient recruter. C'est l'un des principaux employeurs. Sur les 95 intérimaires, seuls 15 ont retrouvé une place stable. Nous, on fait un travail de fourmi. C'est notre travail au quotidien. Quand on en case 1, 2, 3 par jour, eh ben ça fait 400, 500 dans l'année. Et on est une petite mission locale. On essaye de développer vraiment des actions en direction des petites entreprises. Centre-ville, c'est la partie huppée de cette commune de 40 000 habitants. En cette période de fête, les commerçants eux aussi sont obligés de s'adapter à la crise. Nous avons un premier menu qui est 14 €. Non, j'avais absolument pas de formule. Non, j'avoue franchement, ça marchait très très bien. Mais là, j'ai voulu parer au plus rapide. Comme Crémeau à la Ouchiche, les restaurateurs sont touchés de plein fouet, mais pas question de se plaindre. Et vous savez, c'est comme au théâtre, hein. On est sur scène, c'est terminé. On accueille le client, on discute, on rigole. Et voilà, on fait de sorte qu'il passe un bon moment avec nous. À l'hôtel de ville, on prépare déjà un plan anti-crise. Élu en mars, Frédéric Bernard sait que la marge de manœuvre est étroite. Le risque, c'est que cette usine s'en aille, se délocalise, et qu'un certain nombre de Pissiacais et Pissiacaises ne trouvent plus d'emploi dans ce secteur-là, que la TP de la ville baisse, et que le service rendu à la population, fatalement, va baisser, va nous obliger à un régime de rigueur draconien. On retrouve le maire dans le parc d'activité de la commune. Plus de 75% de la taxe professionnelle est payée par l'industrie automobile. Donc il faut pouvoir diversifier. Là, vous avez le première démarche de diversification et on est toujours en recherche d'entreprise. Il reste encore un peu de place. 700 intérimaires non remplacés en 2007, 300 de plus dès janvier. Une usine qui tourne à mi-régime. Ici, la première vague est à peine passée, qu'on redoute déjà la suivante. Voilà, avec nous maintenant Jean-François Bernardin, bonsoir. Vous êtes le président de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie. Avec nous également Philippe Dallier, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis, qui pourra nous dire quelle est la situation dans son département face à la crise. D'abord, Monsieur Bernardin, quelles sont les remontées que vous avez aujourd'hui des entreprises ? Alors, elles sont moins nombreuses qu'on ne le croit jusqu'à présent, même si ça change tous les jours. Et si, personnellement, je suis persuadé que la vague est en train d'arriver et qu'elle arrivera vers janvier, février, mars. La vague de la vague de la montée des difficultés. D'accord. Vous parlez de nouveaux plans sociaux, des emplois. Non, ça veut dire que clairement, les commandes ont commencé à baisser à partir du mois de septembre. Ensuite, il faut le temps que ça se transforme, que les trésoreries commencent à peiner. Et donc, on est dans une situation qui est très contrastée, avec des secteurs clairement en grande difficulté, celui de l'automobile, par exemple, que je connais bien, puisque dans les Yvelines Val d'Oise, on a une centaine de milliers d'emplois qui sont conditionnés par l'automobile. Et puis, après ça, c'est plus diversifié, et les situations sont dramatiques pour les gens qui sont touchés. C'est pas, moi je vois par exemple la cellule de prévention du Val d'Oise, le nombre de dossiers aujourd'hui est encore relativement faible. Mais je dis pas ça pour dire que la situation n'est pas grave. Je dis simplement que statistiquement, on n'est pas encore submergé par la vague, mais elle est quand même en train d'arriver, il faut s'y préparer. Alors Jean-François Bernardin, justement, comment les chambres de commerce et d'industrie aident concrètement aujourd'hui ces entreprises en difficulté ?
Écoutez, c'est clair, on est à côté du gouvernement et des préfets sur tous les dispositifs, le dispositif d'OSEO, le dispositif des banques. Il y a des comités auprès des directeurs de la Banque de France. Moi, j'ai rendez-vous avec le médiateur du crédit après-demain pour voir quel va être le dispositif de terrain, parce qu'il faut s'organiser de façon quand même un peu durable. Et puis, je vous dirais que le président du Loiret, il a un blog où toute entreprise peut l'appeler sur son blog. À Bordeaux, il y a une cellule de crise. À Paris, il y a une cellule de crise. Moi, j'ai réuni les 2 constructeurs automobiles et 300 responsables des entreprises sous-traitantes il y a 3 jours dans le Val d'Oise, parce que nous étions déjà sur une crise structurelle et que naturellement il faut prendre des mesures à court terme, parce que si l'industrie automobile se casse la figure, eh ben on la remontera pas. Pour ça d'ailleurs que le Conseil général des Yvelines vient d'annoncer un plan de 200 millions d'euros pour permettre aux 2 grands constructeurs de passer cette période difficile. Mais écoutez, moi éventuellement, vous pouvez commenter l'intervention des chambres de commerce qui ne sont pas exemples de critiques. Parfois, on vous critique pour votre lourdeur et le manque de réactivité. C'est des choses qu'on entend aussi. On vient de faire un sondage, puisque demain on a nos états généraux, et il est très bon. Tant mieux pour le sondage. Je me garderais bien de les critiquer. Je pense également que la crise va être relativement dure et qu'on n'en est qu'au début. Toute la question va être de savoir sous quel délai on est capable d'en sortir et de voir un peu ce que l'État, mais les chambres de commerce, mais le secteur bancaire également, vont pouvoir faire pour soutenir les entreprises qui sont en difficulté. Quelle remontée, pour reprendre le mot, est-ce que vous avez, vous, écoutez, dans sur votre ma commune, moi département? j'ai pas mal d'entreprises de transport et ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, on m'annonce que le carnet de commandes baisse. Et quand ça baisse en matière de transport, c'est qu'il y a moins de marchandises d'échanger. Donc c'est vraiment les signes avant-coureurs de difficultés à venir. Donc ça me soucie. Donc maintenant, le gouvernement a annoncé, le président de la République a annoncé un plan de relance. Il va falloir essayer de soutenir l'activité. Je crois que ça passe par là. Et puis que le secteur bancaire fasse son boulot, parce qu'effectivement, ça c'est vraiment un point sur lequel le président de la République a insisté. Il faut que les banques ne lâchent pas nos entreprises, qu'elles prennent peut-être un peu plus de risques dans la conjoncture. L'État a accepté de donner un certain nombre de garanties. Maintenant, il faut que chacun joue son rôle. Alors on cherche des raisons d'espérer peut-être en Seine-Saint-Denis et puis d'une façon générale. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus, avec des initiatives peut-être qui localement sont prises? Localement, j'entends que certains conseils généraux vont effectivement aider les grandes entreprises. Effectivement, c'est une possibilité. Moi, je suis maire d'une commune de 21 000 habitants et bien évidemment que ma collectivité locale n'a pas les moyens de soutenir l'activité. Moi, ce que je leur dis, c'est que depuis bientôt 14 ans, je n'ai pas augmenté les impôts locaux ni la taxe professionnelle. C'est une manière, j'allais dire, d'aider les entreprises qui sont sur le terrain. C'est déjà pas mal. Mais on n'a pas les moyens suffisants sur les petites collectivités pour aider les entreprises directement. Non, mais d'abord, sur le Conseil général, c'est pas pour les 2 grands constructeurs, c'est sur l'ensemble de la filière, sur le pôle, sur les sous-traitants, etc. Deuxièmement, nous, la première chose qu'on peut faire et qu'on sait faire, comme les chambres, on n'a pas de moyens financiers, c'est de rompre l'isolement du chef d'entreprise. Il faut voir que face à l'ensemble des dispositifs, on lit tous les jours des annonces sympathiques et utiles, les types, ils s'y retrouvent plus, quoi. Voilà. Donc il faut véritablement un lieu qui soit un lieu principal dans lequel on puisse rassurer les gens, leur expliquer les dispositifs et les connecter avec le dispositif. Donc tout ça se met en place, on va donner une raison d'espérer, on va aller dans un endroit précis de France. Exactement, de bonnes initiatives en temps de crise, il y en a. On va le voir tout de suite, on va prendre au téléphone François Attacard, qui est président de la communauté de communes de la vallée de Weserling dans le Haut-Rhin. C'est l'exemple d'une reconversion réussie après la liquidation de l'ancienne usine de textile de Boussac. Monsieur Attacard, vous nous confirmez que les emplois qui ont été perdus il y a un peu plus de 5 ans maintenant ont été retrouvés? Oui, c'est ça. Donc en fait, la vallée de Saint-Amarin, puisque c'est la vallée de Saint-Amarin dans laquelle il y a le site de Weserling, est une vallée industrielle traditionnelle depuis 200 ans et nous connaissons actuellement une forte perte d'emplois du fait de la disparition d'entreprises textiles traditionnelles. Nous avons perdu pratiquement 900 emplois chez 1800 en moins de 5 ans. Et du coup, la communauté commune s'est lancée dans une grosse politique de reconversion des friches, non pas pour les éliminer, mais au contraire pour en faire des hôtels d'entreprise. Mais vous êtes resté dans le textile? Alors, on est resté en partie dans le textile, on veut jouer la textile, parce qu'en fait c'est une tradition dans la vallée, il y a aussi un savoir-faire, et on accueille pas mal de petites PME textiles, mais pas seulement. Nous avons accueilli dans une friche rénovée de 40 000 m², donc d'hôtels d'entreprise avec une centaine de lots, 80 entreprises, dont 25 dans le textile. Donc c'est toutes sortes d'entreprises, touristiques parce qu'il y a un beau site patrimonial à côté, artisanal, beaucoup de bureaux d'études, on est très étonnés, ça c'est une nouveauté, en fond de montagne qui monte chez nous, parce qu'on a offert effectivement dans ce site qui s'appelle Weserling, un beau paysage, du beau patrimoine, on a joué la qualité des bâtiments si vous voulez, historiques, mais également des lots pas chers à louer, adaptés à l'activité. Oui. Et des services développés. Oui, François Attacard, combien ça vous a coûté et qui vous a aidé pour cette reconversion? Oui, donc c'est un projet assez lourd parce qu'en fait on a réinvesti dans ce site énorme, 60 000 m², 24 hectares de terrain, 14 millions d'euros donc en 4 ans. Ah oui, c'est on a été très très vite. Qui vous a aidé?
Et on a trouvé effectivement 10 millions d'euros de subventions pour résumer un quart département, un quart région, un quart Europe et un quart État, quoi, pour résumer, si vous voulez. Hein. Très bien, merci. Alors, on avait découpé le dossier en 14 tranches différentes, puisque on peut pas venir avec une telle somme auprès des financeurs, si vous voulez. On a compris que c'était... Et finalement, ça a bien marché, parce qu'on s'est fait financer les 14 tranches en 4 ans, vous voyez. Bravo à vous. Donc, ça se passe à Westerling, c'est dans le Haut-Rhin, c'est un magnifique lieu, nous rappelait François Tacquart. Une réaction, Philippe Dallier? Oui, ne mélangeons pas des choses. Il y a soutenir les entreprises aujourd'hui dans une période où les carnets de commandes baissent, et puis après il y a reconvertir des sites qui ont perdu leurs entreprises. Donc là c'est un bel exemple de réussite, mais on n'est pas sur la même logique. Moi j'espère effectivement qu'on n'aura pas à le faire, je dirais qu'on n'aura pas de friche industrielle parce que les entreprises auront disparu. Allez, notre dernier invité, Christophe Jacubizine, journaliste au Monde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-auteur de l'ouvrage Le Chouchou. Le Chouchou, c'est Philippe Dallier, vous le savez. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Un mot d'abord, Christophe, sur ce que représente pour lui aujourd'hui son arrivée à la tête de l'UMP dans sa carrière et son ambition que vous évoquiez à longueur de page. Pour lui, c'était une étape essentielle, c'est-à-dire que avoir les clés du parti, c'est un jour peut-être pouvoir être candidat à la présidentielle. Et dans l'esprit de Xavier Bertrand, c'est clairement l'objectif. Ah bon, alors réagissez tout de suite à ce mot qui a été prononcé, paraît-il, par Jean-François Copé, l'un de ses rivaux. D'ailleurs, Jean-François Copé concourt pour le prix de l'humour politique avec cette phrase qu'il aurait prononcée devant Nicolas Sarkozy. Il l'a averti, si tu donnes les clés de l'UMP à Xavier Bertrand, garde les doubles. Alors il n'a pas gardé les doubles, mais il a donné à Brice Hortefeux, qui est son ami de 30 ans, et qui sera chargé... C'est comme s'il avait gardé. Qui sera chargé à l'UMP, il sera sans doute le vice-président, justement de surveiller Xavier Bertrand. Mais en même temps, Xavier Bertrand, il était un peu indispensable aujourd'hui à l'UMP. D'abord, comment il s'y est pris pour devenir le chouchou avec tant d'ambition? Ça peut déplaire éventuellement à la personne en place. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a beaucoup hésité dans les dernières 48 heures. Il a essayé de convaincre Brice Hortefeux d'y aller, mais Brice Hortefeux ne voulait pas partir du gouvernement. Xavier Bertrand était d'accord pour quitter le gouvernement. Et puis, il y a deux atouts de poids, Xavier Bertrand. Le premier, c'est que au parti, depuis 6 mois, il sillonne les fédérations, il est apprécié des militants, et ça c'était pas le cas de son prédécesseur Patrick Devedjian. L'autre chose, c'est que à l'Assemblée nationale, puisqu'il va retrouver, grâce au vote de la loi organique, prochainement son siège de député, il va pouvoir faire contrepoids à Jean-François Copé, parce que Nicolas Sarkozy en a marre des députés qui rebellent, qui rechignent à voter les textes, on le voit en ce moment. Ça ne changera rien, ça je vous rassure. Mais en tout cas, Xavier Bertrand, voilà, en tout cas, les sénateurs et les députés ont envie de dire ce qu'ils pensent, et quand ils sont pas contents de l'amendement Marini, ils le disent, et quand ils sont pas contents d'autre chose, ils le disent. Il va s'y prendre, Xavier Bertrand, et il a à vous raconter sa méthode de travail. Mais d'abord, effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui sait dialoguer, qui sait écouter, et je pense qu'il va travailler en amont. Il dit lui-même qu'il s'inspire du SAV, le service avant-vote et après-vote, donc on verra si c'est un bon réparateur, en tout cas promoteur des réformes. Justement, dans votre livre, vous parlez de Xavier Bertrand, l'hyperactif, le boulimique du travail. Vous parlez aussi de facettes un peu moins connues du personnage, qui a d'ailleurs refusé de vous voir pour votre livre. Alors bon, il a refusé de nous voir, ça, après tout, c'est son droit. C'était une biographie non autorisée. On a rencontré 70 personnes, tous les ministres, tous les syndicalistes, tous les collaborateurs, etc. Il a une face sombre, quand même, une face cachée. D'abord, il est beaucoup plus ambitieux qu'il n'y paraît, son côté bonhomme, etc. Masque, est-ce qu'on peut parler de face sombre? C'est quand même le lot de tous les politiques d'être ambitieux. J'y venais, on a aussi, il en faut quand même. On a aussi de l'ambition. Alors la face sombre. Oui, il y a quand même une vraie face sombre. On le raconte dans le livre. Et c'est vrai qu'on a à 2 reprises, on a été victime en fait d'abord de tentatives d'intimidation et ensuite de ce qui semble être des écoutes, puisque les conversations téléphoniques que nous avions avec Dominique de Villepin, notamment, suite à, vous savez que Dominique de Villepin dans le livre Dominique de Villepin a traité Xavier Bertrand de traître sans couilles le 2 décembre 2006, lorsque Xavier Bertrand a rallié Nicolas Sarkozy. Et donc, comme Dominique Villepin savait qu'on s'apprêtait à écrire ça, il nous a appelé pour nous demander de pas forcément utiliser cette phrase, etc., etc. C'est l'époque où il pensait se réconcilier avec Nicolas Sarkozy, donc avant la décision de le déférer devant un tribunal. Et le conseiller politique, le chef de cabinet de Xavier Bertrand nous a reçus en début septembre et il avait cette conversation. Vous nous dites un personnage bonhomme, mais qui quand même sait faire acte d'autorité, y compris avec les journalistes. Tout à fait. D'intimidation, voilà. vous dites même. Exactement, d'intimidation, tout à fait. C'est raconté. Oui, c'est raconté. Il y a 2 extraits, effectivement, qui sont consacrés à ces interventions auprès de vous, notamment par l'entremise du journal Le Monde. Aussi. Alors, vous le voyez demain poursuivre son parcours sans faute?
Pour l'instant, c'est comme un parcours sans faute, on est obligé de le reconnaître. En 2002, il n'était rien, c'était un député... Non. Après l'avoir. Écoutez, il faut... Bien, on est obligé de le reconnaître. Mais il y a une phase de lumière, c'est un grand bosseur, vous le disiez, hein, c'est quelqu'un qui dort 4 heures par nuit, c'est extraordinaire, ça lui donne une capacité de travail, c'est un grand professionnel, il connaît extrêmement bien ce dossier, il a réussi la mission que lui a confiée Nicolas Sarkozy, quand même en un an il a fait les grandes réformes, la réforme des régimes spéciaux, les 35 heures, le service minimum dans les transports, voilà. Il est apprécié par les parlementaires, on peut le dire. Et voilà. C'est important. Et il restera le chouchou jusqu'au bout, ou il y a un moment où ça risque de se dégrader? Il a une mission, c'est de doper l'UMP, de retrouver d'augmenter le nombre des adhérents et de créer un corpus idéologique pour la campagne, d'abord de gagner les élections européennes et régionales, et ensuite de créer un corpus idéologique pour la campagne, peut-être la deuxième campagne de Nicolas Sarkozy. S'il réussit, il sera, il le souhaite, c'est un de ses souhaits, le Premier ministre du second quinquennat. Voilà donc pour le fabuleux destin de Xavier Bertrand, le chouchou, aux éditions Anne Carrère. Merci Christophe Jacquet-Bizine. T'es avec nous tout de suite, ensemble, Caroline Deschamps qui revient sur le travail des personnes handicapées et à 18h45, face à face avec Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir à tous.